Donc bonjour à tous, et donc je vais vous faire un petit point sur les actualités du projet Saphir, avec un petit focus sur la préservation et comment on gère la préservation dans Saphir. Alors, donc je suis Ronan Mandin, je suis le directeur fonctionnel du projet Saphir, encore pour quelques semaines. D'ailleurs, il y a une place à prendre au MEAE, donc n'hésitez pas à postuler. Hop, je vais- Donc les dernières actualités du projet Saphir dans un premier temps. Et petit rappel sur le projet Saphir en quelques mots. Saphir, voilà, il y a plusieurs facettes en fait, hein. Donc, on a évidemment des travaux. Alors, je vais commencer par la droite, des travaux de définition d'une politique de collecte, politique de préservation. Donc, ça fait partie de la conduite du changement. Ça, ce sont des grands travaux qu'on a commencé depuis le début du projet. Et parmi les objectifs du projet, on a aussi évidemment la construction d'interfaces pour les archivistes. Euh, on a aussi l'installation de Vitam évidemment sur les infrastructures du ministère. Et on a la construction d'interfaces pour les applications versantes. Ça, c'est un peu les quatre facettes du projet. Et voilà, et ensuite, je vais vous présenter un peu là où on en est aujourd'hui. Donc les points clés. On a fait une dernière mise en production de la version 4 de Vitam au printemps 2022. Voilà où on en est par rapport à nos travaux sur Vitam. Aujourd'hui, on a plus de 750 000 objets archivés et ça évolue évidemment tous les jours, toutes les semaines. On a de nouveaux versements qui sont effectués dans Saphir. Et aujourd'hui, à date, on a à peu près 14 personnes qui travaillent sur le projet Saphir. Alors, évidemment, ça varie dans le temps, mais en gros, on est à peu près sur ce nombre-là. Les travaux en cours, on est aujourd'hui en train de travailler sur trois applications versantes. Donc en fait, on les connecte à Saphir pour qu'elles puissent verser dans Vitam. Aujourd'hui, on a une première application qui est en cours enfin une première chaîne de versement qui est en cours de finalisation, qui est en phase de test. C'est le registre des Français à l'étranger. Et on travaille actuellement sur le versement de la correspondance diplomatique qui est dématérialisé entièrement depuis 2014, et également un gros projet d'envergure pour le ministère et pour nous également, particulièrement pour Saphir, on travaille sur le versement de l'état civil électronique. Donc ça c'est voilà trois projets de versement en cours, et on en a d'autres qui se préparent, qui sont encore à l'étude, mais de plus en plus, Saphir est reconnu au sein du ministère comme étant la brique d'archivage, et on a de plus en plus de services producteurs qui se tournent vers nous. Comme travaux en cours d'envergure également, on a l'installation d'une troisième offre de stockage, donc stockage sur borne, une offre froide, qui nous permettra de sécuriser nos deux premières offres de stockage. Et on poursuit le développement de nos interfaces, par exemple pour exporter des archives, les pérenniser et évidemment mieux les gérer au quotidien. Donc voilà, très rapidement, j'ai fait un balayage du projet Saphir aujourd'hui, de dernières actualités et des actions futures. Et là, je vais vous parler particulièrement de la gestion de la préservation dans Saphir, avec une petite démonstration. Alors, ça va être une démonstration PowerPoint. Voilà, ça aura pas le goût d'une vraie démonstration telle que j'aurais pu vous la faire si j'avais été présent. Donc la gestion de la préservation dans Saphir. Donc je vais vous expliquer un peu dans un premier temps le cheminement un peu intellectuel qu'on a eu, qui nous a amené à travailler sur ce sujet particulièrement, et qui permet de comprendre pourquoi on est parti sur certaines fonctionnalités. Donc, alors, tout d'abord, nos besoins, hein. Évidemment, on a des besoins de préservation à long terme, bon, comme tout service d'archives définitive, mais également pour répondre à des besoins de conservation de données qui ne sont pas encore des archives définitives, mais qui ont des durées d'utilité administrative très longues. Et par exemple, le registre d'état civil des Français à l'étranger, euh, avec des durées qui oscillent entre 50 ans, voire plus de 100 ans pour les durées
pour des durées d'utilité administrative, évidemment, une partie des documents est à conserver définitivement. Donc, c'est un vrai sujet et on doit être capable, nous, au sein du projet Saphir et plus globalement aux archives diplomatiques, on doit être capable de répondre à ces demandes de conservation aussi, dans un premier temps, pour des raisons juridiques. Donc là, on a un vrai, euh, on a un vrai travail qui est fait sur ce sujet-là. On a aussi évidemment, une grande variété de formats produits par les agents et les différentes applications du ministère. À la fois une grande variété de formats, mais en même temps, on n'a pas forcément des formats très exotiques. On n'a pas beaucoup d'applications qui produiraient des formats très spécifiques ou voilà, pour des types de données qu'on ne retrouverait pas par ailleurs. On reste sur des formats assez standards, type format bureautique. Et évidemment, comme tout service d'archives, notre objectif c'est de pouvoir restituer ces informations au lecteur. Et donc on avait évidemment, il faut qu'on puisse garantir garantir ce besoin. Alors comment on a procédé? Donc nos premières actions autour de la préservation ont commencé il y a déjà quelques années, à partir de 2017-2018, notamment autour du chantier de préservation au sein du programme Vitam. Ce sont voilà, nos premières actions internes au sein du projet Saphir voilà, pour travailler, pour commencer à nous acculturer sur le sujet, parce qu'il faut savoir qu'il n'y avait aucune compétence vraiment sur ce sujet-là au sein des archives diplomatiques au début du projet. Il y a eu ensuite une étude on a participé à une étude sur les processus à mettre en œuvre dans le cadre de la préservation. Et enfin, depuis 2019, on est adhérent de l'association Aristote, notamment particulièrement du groupe Pain, et on participe à la cellule nationale de veille sur les formats, on participe activement. On a pu faire d'ailleurs un webinaire très récemment sur le formatif. Et donc tout ça pour vous expliquer qu'en gros, on a essayé en quelques années voilà, de monter en compétences et de mûrir sur ces sujets-là. Euh, alors je ne l'ai pas indiqué, mais on a aussi, voilà, en termes d'organisation au sein des archives diplomatiques, on a créé un pôle dédié à la préservation numérique, qui inclut également le projet Saphir, et on a recruté spécifiquement pour nous permettre de réfléchir et de mener des actions de préservation. Voilà, il y a eu voilà, un vrai changement en quelques années au sein des archives diplomatiques. Donc notre premier besoin auquel il fallait répondre, c'était surtout déjà dans un premier temps de connaître les formats que l'on conserve. Donc on a eu plusieurs étapes. On a fait un premier travail de récollement lors du chantier de préservation Vitam. Ensuite, dans le cadre de la cellule nationale de veille sur les formats, on a construit un tableau un peu partagé avec d'autres institutions pour nous permettre d'avoir une meilleure vision sur les formats que l'on conservait. Et ensuite, et c'est ça que je vais vous montrer, on a mis en œuvre un outil spécifique dans Saphir pour répondre à ce besoin de connaissance des formats conservés. Alors, petite démonstration. Donc, je vais vous montrer quelques écrans de Saphir. Donc là, en fait, c'est la page d'accueil de Saphir. Ensuite, je vais naviguer hop, dans le menu donc, dans le menu de Saphir, j'ai différents éléments. Ici, c'est une vision générale, c'est-à-dire que là, c'est des droits administrateurs fonctionnels. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Et je peux notamment aller dans le menu administration, dans le sous-menu préservation, ce qui m'amène sur une page que voici. Et cette page va me permettre, c'est ici que je vais pouvoir avoir cette vision générale sur les objets que l'on conserve dans le système. J'ai plusieurs champs, donc ici je peux filtrer en fait par service producteur. Ici on note directement l'identifiant pour filtrer par service producteur. On n'a pas de sélection. Bon, c'est une interface qui est destinée à des administrateurs, qui est un peu technique, mais voilà, c'est pour ça on n'est pas allé très très loin dans l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, on peut filtrer uniquement
sur le service producteur. À terme, on espère pouvoir filtrer au-delà, mais voilà, il n'y a pas forcément possibilité de faire des filtres d'autres filtres sur d'autres types de, de métadonnées. Et si je mets rien dans la métadonnée de recherche, donc si je recherche si je veux pas faire de filtre par service producteur, ça recherche sur l'ensemble des objets. Ici, je fais une recherche sur un service producteur, en l'occurrence, c'est la direction des archives. Et ensuite, en dessous, je peux avoir des répartitions. Donc là, je vais faire un choix de répartition par type MIME et un autre choix de répartition par PUID du format. Le PUID, en fait, c'est l'identifiant dans le référentiel des formats. Donc le P, c'est en fait pour désigner le référentiel pronom. Donc c'est l'identifiant dans le référentiel pronom qui est utilisé comme référentiel des formats dans Vital. C'est le référentiel des formats qui est maintenu par les Archives nationales britanniques. Ensuite, je clique sur Rechercher. Donc ça va recharger sur l'ensemble des objets et je vais avoir mon résultat de recherche qui va s'afficher comme vous voyez ici. En fait, je vais avoir deux accordéons, le type MIME en haut qui est ouvert par défaut et en dessous le PUID du format qui n'est pas ouvert, on verra tout à l'heure. Et donc j'ai un premier tableau avec la répartition par type MIME et donc j'ai les différents types MIME. J'ai les 10 premiers avec le nombre d'objets concernés. Alors faites pas attention aux 10 000 groupes d'objets affichés. Là, c'est une petite limitation par Vital qu'il faudra qu'on corrige, mais voilà, c'est pas le total de nombre d'objets, il y en a plus. Si vous faites le calcul, il y a plus de 10 000 objets qui sont renseignés. Donc on a les 10 premiers types MIME qui sont affichés ici avec le nombre d'objets. On a un petit bouton en bas autre qui nous permet d'avoir les autres types MIME. Sur ce tableau, on peut aussi exporter le tableau en Excel, qui permet ensuite de le réutiliser, et voilà, de réutiliser les différentes données. J'ai sur la droite là un petit graphique, une petite représentation graphique assez sympa qui me permet de voir cette répartition assez rapidement et d'avoir une idée générale de ce qui est des objets conservés. Je vais ensuite cliquer sur l'accordéon PUID du format et j'ai une autre répartition qui s'affiche et un autre graphique qui me permet d'avoir une vision sur les différents formats tels que les connaît Pronom qui sont conservés ici dans le système d'archivage. Alors ici, pour un seul service producteur, on a bien mis, c'était le service producteur direction des archives. Alors de mémoire, si on regarde, alors on peut, je vais vous parler un peu des petits. On a juste les PUID, on n'a pas les noms des formats auxquels ça renvoie. Alors je peux zoomer aussi sur le graphique, voilà, ce qui me permet d'avoir une vision générale de l'ensemble des PUID renseignés. Là je peux pas le faire, mais je peux aussi enlever certains PUID pour affiner mon affichage. L'avantage, c'est que voilà, ce graphique il est directement exportable pour un rapport d'activité, par exemple. Donc c'est assez commode. Voilà. Hop. Ensuite, je reviens à mon affichage précédent et vous voyez les petites loupes. J'en ai pas parlé, petites loupes détail. En fait, ça me permet d'afficher 200, alors les 200 premiers objets remontés pour chacun des, alors ici des PUID, mais ça la même chose pour le type MIME. Alors ici, je fais un choix, il n'y en a que 197, mais par exemple là, donc là j'ai sélectionné, je suis allé voir le détail en fait du type MIME application PDF, donc de l'ensemble des PDF conservés pour la direction des archives, et j'ai plus d'éléments, j'ai un peu de détails j'ai plus de détails sur sur ces fichiers, avec l'identifiant, le service producteur qui est rappelé, donc là il n'y en a qu'un seul. Parce c'était le filtre qu'on avait choisi. L'usage est rappelé, le format également un peu plus précis, le nom du format un peu plus précis.
Là, on a différents formats PDF. On a du PDF A, on a du 1.7, du 1.5, du 1.4. Voilà, il y a un peu de tout comme PDF. Le PUID est rappelé. On voit qu'il y a plusieurs PUID pour un même type MIME, hein. Évidemment, Pronom est plus précis, hein, que, que, que le type MIME. On a aussi la date de dernière modification et la taille de l'objet. Ce qui est intéressant, je ne vais pas vous le montrer là, mais je peux aller voir directement le document de rattachement. C'est-à-dire que là, en cliquant sur la loupe, je vais atterrir sur une autre page qui me montre les métadonnées descriptives de ce document et qui me permet aussi de télécharger le document. Alors pourquoi uniquement les 200 premiers? Alors déjà pour des raisons de performance, on ne pouvait pas afficher beaucoup d'éléments ici, puisque en fait, Saphir retraite les données qui ont été renvoyées par Vitam. Et de toute façon, ça n'avait pas forcément d'intérêt d'aller plus loin, puisque l'idée, c'était pas d'aller ouvrir chaque document de rattachement et de faire une analyse ligne à ligne. C'était vraiment d'avoir un aperçu des objets qui étaient conservés sous cet intitulé-là, enfin sous ce type MIME, sous ce PUID par exemple. Et l'idée surtout, et je vais vous parler de tout ça juste après, mais l'idée c'était de voir un peu les choses qui pouvaient nous étonner. Par exemple, des formats qui étaient affichés, des formats qui sont affichés dans le récollement et que pour autant on ne conserverait pas. Je vais vous donner un exemple. Euh, donc on a versé beaucoup de choses déjà depuis un petit moment. On s'est aperçu en fait que nos fichiers, en fait on a versé le code source de Saphir, on avait versé également le code source de Vitam. On s'est aperçu que les fichiers qui étaient au format TypeScript n'étaient pas bien reconnus par nos outils d'identification et par le référentiel Pronom. En fait, comment on s'en est aperçu? On a remarqué que dans notre récollement, en fait, il y avait plein de fichiers vidéo, alors qu'on n'avait pas versé ces fichiers vidéo. Alors, je vais vous remontrer, hop, cet écran-là. En fait, de mémoire, c'est les FMT 585. En fait normalement, ce sont des fichiers MPEG, mais MPEG TS. Et les fichiers, les- pour reconnaître les fichiers MPEG TS, Pronom se base notamment sur l'extension. Et les fichiers TypeScript ont pour extension .ts. Et donc, au moment du versement, le système a pensé qu'on versait des vidéos, alors qu'en fait, c'était pas du tout des vidéos, ce qui peut poser de gros problèmes pour la préservation, puisque si on regarde que le récollement, on s'aperçoit, on se dit, ah, il y a des vidéos, donc il va falloir travailler sur les vidéos, s'assurer qu'elles sont bien préservées, etc. Alors que à ce stade-là, on n'en a pas. Donc, une fois qu'on s'est aperçu de ça, évidemment, on a travaillé avec le registre Pronom pour mettre à jour le référentiel, donc avec les Archives nationales britanniques. Et donc, dans une future version du référentiel Pronom, il y aura une mise à jour qui va inclure les fichiers TypeScript, qui n'étaient pas inclus jusqu'à présent. Donc, maintenant, ces fichiers seront bien inclus dans le référentiel Pronom, pourront être reconnus de façon correcte et ne seront pas reconnus comme des fichiers vidéo. Donc ça, c'est une première découverte qu'on a eue grâce à cette fonctionnalité. Alors ensuite, de quoi s'est-on aperçu? Alors quand on a continué notre travail en fait au sein de la cellule nationale de veille sur les formats, alors on a travaillé sur un format en particulier qui est le format TIFF. Je vous ai parlé du webinaire tout à l'heure. On s'est aperçu en fait que Pronom, pour Pronom, le format TIFF, c'est juste un seul format, le FMT 353. Et on s'est aperçu qu'en fait le TIFF pouvait avoir une variété de mise en œuvre. C'est-à-dire que le TIFF, par exemple, peut avoir notamment une image compressée à l'intérieur. Et donc, voilà, on s'est dit finalement, les outils d'identification peuvent être insuffisants, il faut qu'on aille plus loin pour affiner notre connaissance sur les formats conservés.
Et donc, voilà ce qu'on va mettre en œuvre par la suite et sur lequel on travaille déjà en développement. On va utiliser une fonctionnalité spécifique d'Envitam qui sont les greffons de préservation. Donc, les greffons de préservation d'Envitam, ce sont des petits outils qu'on peut plugger au système et qui permettent de mettre en œuvre des actions spécifiques sur les objets, comme la conversion, comme l'extraction de métadonnées, notamment l'extraction de métadonnées techniques. Et nous, pour savoir, par exemple, si un fichier TIFF contient une image compressée, on va devoir utiliser un greffon de préservation qui est le greffon image magique, qui est basé sur l'outil image magique, pour extraire la métadonnée spécifique qui nous permettra de savoir si les fichiers TIFF contiennent une image compressée ou non. Et ça nous permettra de cartographier ces fichiers de façon beaucoup plus précise qu'on ne le fait aujourd'hui, et d'aller des indications données uniquement par le référentiel pronom. Donc voilà, donc c'est voilà, aussi des choses qui s'améliorent petit à petit à mesure que notre connaissance des formats évolue. À terme, évidemment, si on a des besoins de conversion, et on mettra en œuvre des outils de conversion. Aujourd'hui, ce ne sont pas des besoins qu'on a repérés, et donc on a commencé plutôt par l'idée, c'est vraiment de commencer par bien connaître ces formats pour mieux ensuite les pérenniser. Je vous remercie. Tu suis là? Il est allumé celui-là, comme tu veux. Merci, Juan. Encore un peu de temps pour une question avant de laisser la parole à Thomas. Alors, s'il y a des questions, il faudra que Thomas me les redonne après, parce que ouais, j'entends mal au-delà des tribunes. Oui, parce qu'Erwan nous entend depuis ici, en fait. C'est ça. Bonjour, je sais que tu m'entends, c'est sur ce que tu viens de dire par rapport au griffon image magique, à son utilisation et à l'extraction des métadonnées, je voulais savoir comment vous mappiez du coup la métadonnée extraite du TIFF, dans quelle valise c'est ça par exemple, ou autre chose. Tu as entendu, Erwan? Très partiellement, Non. je pense que tu peux répéter. Oui, ok. C'est par rapport donc à ce que tu as dit sur l'utilisation du greffon Image Magic. Voilà comment vous faisiez le mapping entre les métadonnées extraites et le CEDA. Alors, c'est très simple, on va pas faire de mapping. On va extraire les métadonnées brutes et on les conservera de façon brute dans nos métadonnées. L'idée, c'est vraiment de récupérer les métadonnées telles qu'elles sont dans chaque fichier et ensuite de pouvoir les gérer aussi également à l'affichage. On va essayer aussi, on a prévu aussi de pouvoir gérer n'importe quel type de métadonnées qui serait renvoyé par Vitam et de les afficher directement dans Saphir pour pouvoir savoir qu'elles existent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour cette. Je pense que vous l'aurez compris, l'idée c'est de donner les dernières actions des 3 projets et en même temps, c'est de faire un focus sur certaines spécialisations qu'ils ont eues finalement avec le même outil au départ et une fin de choix. Donc maintenant, c'est Thomas qui va nous présenter cette plus travaillante. Merci Erwan en tout cas. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à tous.